Bonjour, vous êtes sur la chaîne du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information, et aujourd'hui on vous parle de notre nouveau projet pour l'année qui vient. Vous le savez, dans quelques mois maintenant, les 10 et 24 avril prochains très exactement, auront lieu dans notre pays les élections présidentielles. Et indépendamment de l'enthousiasme qu'elles peuvent ou non soulever, ces élections seront importantes. Tout simplement parce que leurs résultats détermineront les grandes orientations politiques que suivra la nation pour les 5 années à venir. Et les décisions qui en découleront se répercuteront sur l'organisation de la société et donc directement sur nos vies à tous, nous, les 67 millions de citoyens qui composent cette nation. En tant que média d'information et d'analyse, le Fil d'Actu suivra donc bien sûr ces élections de près pendant les mois qui viennent. Reste à déterminer comment. Déjà, il y a les évidences. Il est hors de question pour nous de rouler pour tel ou tel candidat, ou plus généralement de vous dire ce que vous devrez faire en avril prochain. Vous êtes des gens responsables, intelligents, et chercher à vous influencer serait totalement irrespectueux de notre part. Mais pour tout vous avouer, nous ne sommes pas non plus hyper motivés à l'idée de passer des mois à commenter la campagne électorale. Les petites phrases, les polémiques stériles et les clashs en carton, ça ne nous intéresse pas. Moi je travaille, j'ai autre chose à faire. Nous pensons qu'il y a mieux à faire, et c'est dans cette optique que nous avons décidé de lancer dès à présent, en plus du Fil d'Actu hebdomadaire, une série d'émissions spéciales qui courront jusqu'aux vacances de Noël. Cette série de vidéos s'appellera Perspective et l'objectif sera ni plus ni moins que d'y établir, sur la base de constats partagés, ce que devraient être à nos yeux les chantiers prioritaires d'un président nouvellement élu, ayant à cœur les intérêts de la nation, indépendamment de ses sensibilités personnelles. Identifier des priorités donc, puis sur cette base, réfléchir aux orientations stratégiques majeures que la prise en compte de ces priorités implique. Et enfin, voir comment ces choix pourraient se décliner en un ensemble cohérent de propositions concrètes, à même de sortir le pays par le haut des difficultés auxquelles il doit aujourd'hui faire face, de redonner aux Français la maîtrise collective de leur destin et de remettre la politique au service du bien commun. Ça vous semble ambitieux? Ça l'est, mais il faut dire que ça fait maintenant 6 ans que le Fil d'Actu existe. Pendant 6 longues années, nous n'avons eu de cesse de décrypter l'actualité semaine après semaine. Chaque décision politique importante a été disséquée, étudiée, décortiquée par nos soins, avec toujours pour ambition d'en exposer simplement la complexité et de rendre compte de ses conséquences concrètes sur le quotidien. Et ce travail, il n'est pas question d'ailleurs pour nous de l'arrêter. Mais ce travail, il nous donne aussi envie de faire plus, parce que décrypter l'actualité, ça aiguise notre compréhension du monde. En 6 ans, nos analyses ont évolué. Elles se sont nourries de nos expériences, de nos lectures et bien sûr des échanges que nous avons eus avec vous. De l'observation des faits, nous en sommes venus à réfléchir aux manières d'améliorer les choses. Et ce sont ces réflexions que nous avons aujourd'hui envie de partager avec vous. Soyons clairs, la politique est souvent vue comme le terrain de jeu de démagogues à l'ego surdimensionné, avides d'argent et de pouvoir et totalement indifférents aux problèmes des Français. Et ces dernières années, ceux qui nous ont gouvernés n'ont rien fait pour casser cette image, bien au contraire. L'ancien président est soupçonné d'avoir tenté de corrompre un haut magistrat, Gilbert Azibert. Il risque 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. S'il vous plaît, monsieur Collard, monsieur Collard, monsieur Collard, je ne vous... Monsieur Collard, monsieur Collard, oui. Patrick Balkany, qui a refusé de quitter sa cellule, condamné à 5 ans ferme pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Isabelle Balkany, présente, condamnée à 4 ans ferme. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Richard Ferrand, rattrapé par son passé. C'est dans ce tribunal de Lille que le 4e personnage de l'État a été entendu. 15 heures d'audition plus tard, il est mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans le cadre de l'affaire des mutuelles de Bretagne. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. La République, c'est moi! Pourtant, la politique, ce n'est pas seulement ça. Ça, c'est juste sa partie détestable, sa dérive spectaculaire, le cirque politico-médiatique qui dégoûte les Français élection après élection. Mais la politique au sens premier, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux. La politique, c'est avant tout ce qui permet la vie en société par l'énonciation, la promulgation et la mise en place de règles communes. Et dans une démocratie, c'est ce qui permet, par le dialogue et la discussion saine, de définir ensemble les priorités de la nation et de changer ce qui ne marche
marche pas lorsque les choses vont mal. Et cette politique-là, on en a plus que jamais besoin aujourd'hui en France, car on ne va pas se le cacher, les choses pourraient aller beaucoup mieux. Chômage de masse, insécurité, système de santé à la dérive, problèmes environnementaux, pénuries diverses, difficultés croissantes à bien vivre de son travail, les problèmes auxquels nous avons aujourd'hui à faire face sont extrêmement nombreux. Et bien sûr, à l'approche de la présidentielle, chaque candidat nous présentera son petit catalogue de mesures supposées répondre spécifiquement à chacun de ces problèmes, comme si tous n'étaient pas liés, mais que chacun avait sa solution propre et isolée. À chaque citoyen, dès lors, de piocher dans les programmes en fonction de ses goûts et sensibilités, comme si les décisions politiques n'étaient rien d'autre que des biens de consommation disponibles sur un marché. Sauf qu'en réalité, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Chaque situation n'a pas une cause unique et chaque problème ne revêt pas la même importance. Et un empilement de mesures conçues avant tout pour brosser dans le sens du poil des électeurs classés en catégories par la magie de l'étude marketing ne constitue en rien un projet pour la nation. Un projet pour la nation implique une cohérence, soit des objectifs clairement assumés comme prioritaires sur d'autres, sur la base d'une observation sans tabou des problèmes réels et d'une vision forcément subjective du bien commun. Un projet pour la nation implique l'élaboration d'un plan, d'une stratégie visant à remplir ces objectifs, lesquels peuvent être amenés à évoluer en fonction du contexte. Et un projet pour la nation, pour être accepté, se doit d'être soumis au débat démocratique, à une discussion de qualité et à une contradiction qui permet de l'enrichir. Un exercice exigeant mais essentiel que nos aspirants présidents ont eu tendance à délaisser ces dernières années au profit du concours de qui aura la plus grosse punchline sur Twitter. Le choix de la facilité pour nos soi-disant élites, choix qui explique au moins en partie la défiance grandissante à leur égard. Alors, quels sont les défis prioritaires auxquels le pays doit aujourd'hui faire face? Par où commencer pour espérer reconstruire une France forte, prospère, soudée et maîtresse de son destin? Chacun pourra avoir sa priorité, mais pour nous, s'il est un enjeu absolument primordial, c'est bien la relocalisation de nos capacités de production, en rupture avec le mouvement calamiteux enclenché à la fin du siècle dernier, que l'on a appelé mondialisation des échanges. On l'a souvent rappelé dans le fil d'actu, mais ces 50 dernières années, la France s'est progressivement vidée de tous ses emplois productifs, industriels et agricoles dans un premier temps, délocalisés dans des pays pauvres au nom du libre-échange. Et ce mouvement, qui a un temps été présenté comme le summum du progrès, a en réalité eu des conséquences absolument désastreuses. Et alors que nos dirigeants continuent d'en embrasser la logique, allant toujours plus loin au risque de transformer la France en pays du tiers-monde, il semble temps de rompre avec ce processus mortifère qui menace aujourd'hui jusqu'au fondement de notre pacte social. La mondialisation, en détruisant toutes les protections économiques nationales au nom du libre-échange, a permis la délocalisation de nos moyens de production, détruisant directement des millions d'emplois sur notre territoire. Elle a provoqué la ruine des campagnes et des villes moyennes quand les usines sont parties ou que les exploitations agricoles ont fermé, condamnant par là même des centaines de milliers de petits commerçants à la faillite et des populations entières à la mort économique et sociale. Elle a entraîné la concentration des emplois valorisés dans une poignée de métropoles, y provoquant une explosion des loyers qui a chassé les ménages modestes dans une France périphérique privée d'emploi et en situation de dépendance totale à la voiture. En parallèle, elle a provoqué l'émergence d'une nouvelle catégorie de population de travailleurs pauvres, souvent issus de l'immigration, et sa concentration extrême dans des quartiers surbétonnés construits à la va-vite aux portes des métropoles et théâtres de violences, de trafic, de tensions communautaires, religieuses ou interethniques, dans l'unique but de répondre aux besoins immodérés de ce qu'il convient d'appeler une nouvelle bourgeoisie urbaine, prônant sans cesse la mixité sociale mais sans jamais l'expérimenter elle-même. Par ailleurs, la mondialisation des échanges a été un désastre pour la planète, car les biens que nous consommons arrivent désormais par porte-containers géants depuis des usines situées au bout du monde qui fonctionnent via une électricité carbonée infiniment plus sale que celle que nous produisons ici, un phénomène qui se conjugue avec un risque accru d'apparition et de propagation de maladies, comme l'actualité nous l'a tristement prouvé ces 2 dernières années.
Enfin, la mondialisation des échanges a considérablement affaibli la France sur le plan international. Elle a plombé notre balance commerciale, aujourd'hui structurellement déficitaire. Elle nous a appauvris en nous forçant à acheter ailleurs ce que nous produisions encore sur notre sol il y a 20 ans. Une situation qui se répercute aujourd'hui sur les emplois en recherche et développement, lesquels suivent désormais la même trajectoire que les emplois de production, hypothéquant de fait nos capacités à innover et à être à la pointe de la recherche scientifique ou technique. Une situation, surtout, qui nous place en situation de dépendance envers nos fournisseurs, y compris concernant la production et la livraison de biens absolument essentiels, donnant à des puissances étrangères des moyens de chantage économique mais aussi politique, en contradiction avec les règles élémentaires de souveraineté nationale. Tous ces effets néfastes de la mondialisation sont apparus de manière de plus en plus flagrante au fil des années. Souvent, nos dirigeants ont donc cherché à atténuer ces effets, mais sans jamais agir sur les causes. Leur seule réponse a donc été de faire des cadeaux fiscaux et sociaux aux grandes firmes et de dégrader les conditions de travail dans une course à la baisse des coûts supposée faire revenir les investisseurs. Mais bien sûr, ces politiques n'ont jamais eu les effets escomptés et se sont même révélées encore plus néfastes, pour ne pas dire carrément suicidaires. Dans les faits, ces politiques ont rendu la vie plus difficile à des millions de travailleurs, condamnés à travailler plus pour gagner moins, et surtout, elles ont contribué à assécher les caisses de l'État, servi de prétexte à son pillage et à son endettement massif, et donc, pour pallier cela, à l'affaiblissement de notre système de santé, de notre système judiciaire, de notre système éducatif, et plus globalement à la dégradation de tous les services essentiels qui contribuaient à simplifier la vie des gens, ainsi qu'à l'érosion de tous les mécanismes sociaux qui permettaient de compenser, partiellement au moins, les dégâts de la mondialisation. Or, si la mondialisation des échanges a pu provoquer tout cela, ce que nos dirigeants ont laissé faire si longtemps, c'était en échange d'une seule et unique promesse, celle de l'abondance. La promesse que la mondialisation des échanges comblerait tous nos besoins matériels et que jamais plus nos démocraties occidentales ne connaîtraient de pénurie. Le problème, c'est que cette promesse, aujourd'hui, la mondialisation des échanges n'est plus capable de la tenir. Parce qu'en étirant et en complexifiant à l'extrême les chaînes d'approvisionnement, elle a créé une situation instable où le moindre événement, un bateau bloqué dans le canal de Suez, une crise diplomatique locale ou l'apparition d'un nouveau virus, dont la propagation suit d'ailleurs étrangement les principales routes commerciales, peut paralyser les livraisons mondiales de biens essentiels comme les médicaments, le bois ou les semi-conducteurs et confronter à nouveau nos économies au risque de pénurie, telle une vulgaire République populaire d'Europe de l'Est à la fin des années 80. Ce chantier à Saint-Pierre-Aigle a pris un peu de retard. Depuis quelque temps, le bois pour la construction se fait plus rare et les délais d'approvisionnement s'allongent. Pour cet entrepreneur, jongler avec les pénuries est devenu un souci. Ça vient de se demander si on va pas être des fois obligé de mettre les gars au chômage partiel, de fait de ne pas avoir de matériaux et du coup de décaler des travaux et de ne pas avoir d'activité due à ce fait-là. La mondialisation n'étant plus capable de tenir ses promesses, continuer sur cette voie n'a plus aucun intérêt et, pour tout dire, plus le moindre sens. Pour que la France redevienne un pays où il fait bon vivre, il est aujourd'hui nécessaire de reconnaître, d'acter l'échec de la mondialisation, mais surtout d'agir en conséquence, en engageant la relocalisation massive de notre production, en planifiant et en organisant la réindustrialisation de notre pays, et pour employer un néologisme, sa réagriculturation. C'est sur cette voie que la nation semble aujourd'hui devoir s'engager, et c'est d'ailleurs parce que cette question a aujourd'hui le vent en poupe au sein de la population française, parce que de plus en plus de Français peuvent voir l'échec de la mondialisation dans leur vie de tous les jours, que nombre de politiques qui avaient délaissé cette thématique se font aujourd'hui les chantres de la relocalisation, à commencer par Emmanuel Macron lui-même, qui n'hésite plus depuis la crise du Covid à endosser ce costume, et ce encore lors de son allocution du 12 juillet dernier. C'est la nécessité de moins dépendre de l'étranger pour certains produits essentiels, certains services, certaines technologies. C'est la nécessité de retrouver le chemin d'une indépendance française et européenne. Parce que nous avons vécu durant cette crise les conséquences de la dépendance. Réindustrialiser, réconcilier la croissance et l'écologie de production. Bien sûr, on pourrait se réjouir que cette question soit désormais au cœur des discours politiques. Reste cependant un léger détail à régler. Comment s'y prend-on ? Car lorsqu'on prétend diriger un pays,
Se contenter d'appeler de ses vœux le retour d'une industrie et d'une agriculture nationale, ça n'engage à rien du tout. S'afficher en défenseur du Made in France, si l'on est incapable de penser une politique de relocalisation, de réindustrialisation et de réagriculturation, c'est à la portée de n'importe qui, mais ce n'est certainement pas ce que l'on attend d'un président de la République. Le problème étant que si le président, encore en exercice à ce jour, a bien compris l'attente des Français sur ce sujet, et donc l'intérêt électoral qu'il y a à s'en emparer, les réponses qu'il envisage sont totalement à côté de la plaque et ne peuvent, encore une fois, qu'aggraver les choses. Quelles sont les pistes envisagées par M. Macron? Tout simplement, encore une fois, la baisse des impôts de production et des niveaux de cotisation sociale, supposés attirer les investisseurs et inciter les grandes firmes à revenir sur notre territoire, soit précisément la seule et unique réponse envisagée et appliquée par nos dirigeants successifs ces dernières décennies pour limiter les effets néfastes de la mondialisation. Cette crise nous a montré que nous devons continuer à produire dans notre pays et sur notre continent. Que nous ne devons pas dépendre. Nous devons retrouver une vision stratégique de la chaîne de valeur. Au niveau national, la baisse des impôts de production, ainsi que celle de l'impôt sur les sociétés que nous avons décidé, vont permettre d'accélérer ce mouvement. Vous vous foutez de moi? Oui. Petit inconvénient, ça n'a jamais marché. De réduction Fillon en CICE, ce qu'on appelle généralement les politiques de baisse de charges, n'ont jamais permis une réimplantation de l'outil industriel. Au contraire, le mouvement a continué pendant tout ce temps. Et c'est absolument logique, puisqu'à moins d'abaisser d'un coup toutes nos normes sociales et environnementales au niveau de celles en vigueur en Asie du Sud-Est, bref, d'adopter le niveau de vie d'un pays du tiers-monde, ce qu'aucun politique ou économiste ne saurait suggérer de manière sérieuse, produire en France coûtera toujours plus cher que produire au Vietnam. En clair, si les niveaux de cotisation sociale ou d'impôt sur les sociétés peuvent être discutés, et on y reviendra d'ailleurs lors d'une prochaine émission, à aucun moment leur baisse ne peut être vue comme un outil sérieux de relocalisation. Monsieur Macron pourra toujours prétendre le contraire en se cachant derrière quelques cas isolés de création d'emplois, sa soi-disant politique de relocalisation ne peut mener nulle part, sinon à dégrader encore un peu plus la qualité de vie des Français, puisqu'utiliser à tort et à travers cette fameuse politique de baisse des charges a pour effet pervers de creuser le déficit de l'État et de la sécurité sociale, de les endetter et de les affaiblir, avec les conséquences néfastes que l'on sait sur notre système de santé, sur les moyens alloués à la justice, à l'école, à la police ou encore sur les conditions de départ en retraite. Relocaliser l'appareil productif, réindustrialiser, réagriculturer notre pays n'est pas une tâche simple que l'on peut accomplir avec de belles paroles et une poignée de mesures gadgets à l'inutilité avérée. On ne corrige pas en un claquement de doigts 40 ans d'aveuglement politique. C'est une tâche sérieuse qui implique une réflexion de fond afin de dessiner une nouvelle voie pour la nation. Et c'est à cette réflexion que nous voulons contribuer avec notre nouvelle émission. Dès la prochaine vidéo, nous verrons donc comment pourrait être mise en place une vraie politique de reconstruction de notre appareil productif. Ensuite, nous étudierons plus en détail les conditions de mise en œuvre d'une telle politique. Nous verrons comment la financer, nous examinerons les verrous politiques, juridiques et administratifs à faire sauter, puis nous verrons comment la reconstruction de notre appareil productif peut servir de base à l'établissement d'un nouveau pacte social, plus démocratique, plus stable et prenant davantage en compte les besoins des citoyens et de la collectivité. Alors, si mener cette réflexion avec nous vous intéresse, on vous donne rendez-vous ici dans 15 jours pour commencer à se donner des perspectives. D'ici là, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et à faire connaître notre projet. On pense vraiment que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui et on souhaite sincèrement que notre contenu soit utile et vienne nourrir un débat public sain et apaisé. Petite précision cependant, même si ça peut paraître évident à nombre d'entre vous, avec Perspective, nous n'avons pas la prétention de vous livrer clé en main un projet politique idéal. Oui, nous allons évoquer des problématiques trop souvent absentes du débat public. Oui, nous allons avancer des pistes de réflexion, proposer des solutions concrètes et esquisser un projet de sortie de crise pour la nation. Mais ce ne sera justement qu'une esquisse, la première pierre d'un travail de réflexion plus large.
Les propositions, les idées qui en sortiront devront être débattues, soumises à la discussion citoyenne et à l'œil des experts, discutées, précisées et améliorées. Certaines seront peut-être abandonnées ou profondément remaniées, tandis que d'autres finiront par s'imposer dans le débat public. Ce que nous vous proposons, c'est donc un travail ambitieux, mais pensé de manière lucide et raisonnable. Nous ne sommes pas ici pour sauver le monde, simplement pour contribuer à notre échelle à le rendre plus vivable. Or, si les choix politiques et économiques effectués ces dernières années font aujourd'hui l'objet d'une profonde et générale remise en question, la perspective d'autres orientations semble encore manquer. Et quoi de mieux qu'un contexte d'élection présidentielle, moment politique par excellence de notre Ve République, pour évoquer cette question? Quelle meilleure occasion de parler de politique, mais pas n'importe laquelle, pas la politique des petites phrases, des ambitions personnelles et des clashs sur Twitter, mais celle qui touche à la vie des gens et au fondement de notre organisation sociale. Si mener cette réflexion avec nous vous intéresse, si vous avez envie de soutenir notre projet, on vous invite à devenir contributeur de l'émission via la page Tipeee du Fil d'Actu, dont vous trouverez le lien sous cette vidéo. Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif qui vous permet de soutenir directement notre travail. Et aujourd'hui, si le Fil d'Actu peut repartir pour une 7e année consécutive avec de nouveaux projets parallèles, c'est uniquement grâce à vous, les tipeurs, qui représentez la principale source de financement de la chaîne. Le Fil d'Actu n'appartient pas à des gros investisseurs ou à une quelconque boîte de production. Nous refusons de servir de support publicitaire à des marques, nous refusons de monnayer notre parole. C'est la clé de notre indépendance absolue, c'est ce qui nous permet d'être totalement libres dans les choix et les traitements de nos sujets. Les seuls à qui nous devons quelque chose, à savoir de la rigueur et des analyses de qualité, c'est vous, notre public. Donc merci infiniment à tous les tipeurs qui rendent cela possible. Cette année, avec la perspective des élections et les nouvelles vidéos qui vont venir, l'équipe du Fil va s'agrandir avec le retour de Johan, qui faisait partie des fondateurs, et qui va assister Johan à la réalisation, au montage et à la technique. Oui, ils s'appellent tous les deux Johan, mais c'est deux personnes différentes, promis. En parallèle, Tanguy, qui publiait l'an dernier des analyses complémentaires sur Twitter et Instagram, devrait désormais m'accompagner à l'écriture des vidéos. Donc une équipe renforcée pour plus de contenu de qualité, mais aussi forcément des dépenses en plus pour la chaîne, dans la mesure où toute personne travaillant pour nous est évidemment rémunérée à hauteur du travail fourni. Donc si vous souhaitez contribuer à ces évolutions, à la pérennité de la chaîne et à son développement, on vous invite à devenir tipeur vous aussi et à nous financer à hauteur de 5 € par mois. Ou si vous êtes déjà tipeur et que vous en avez les moyens, à augmenter votre contribution. Ça se passe sur notre page Tipeee, dont le lien se trouve en description de la vidéo. On vous dit merci d'avance et bienvenue dans l'aventure. Pour le reste, pensez à vous abonner à la chaîne sur YouTube et à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de nos nouvelles publications. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu pour améliorer son référencement et donc sa visibilité. Et si la question des relocalisations vous intéresse, n'hésitez pas non plus à nous dire en commentaire comment, selon vous, la France pourrait reconstruire son appareil productif et à en débattre entre vous, de préférence de manière argumentée, comme vous savez le faire. Ce sera, comme d'habitude, un plaisir de vous lire. Voilà, je vous dis à dans 15 jours pour parler perspective, relocalisation, réindustrialisation et réagriculturation. D'ici là, jeudi, vous retrouverez Tatiana pour un nouveau Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Salut et portez-vous bien.